Fidèles lecteurs et téléspectateurs de Burkina 24, bonjour et bienvenue dans Nous Vaincrons, votre rendez-vous de réflexion, d'inspiration et surtout de découverte. Alors aujourd'hui, nous sommes avec M. Salif Komi, auteur de l'ouvrage Le temps en théorie conique. À travers ce livre, il propose une vision originale du temps, une approche qui invite à penser certaines certitudes et à regarder autrement notre rapport à l'univers, à la connaissance et à l'existence. Ensemble, nous allons explorer les fondements de cette théorie et comprendre ce qu'elle peut apporter dans un débat intellectuel. Monsieur Salif Komi, bonjour et bienvenue à Burkina 24. Bonjour. Comme on fait d'habitude, on va vous laisser un peu le temps de vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs. Je suis Komi Salif à l'état civil, Sarof, c'est mon pseudonyme. Je suis enseignant de formation et également entrepreneur. Mais sur cette casquette aujourd'hui, je me présente sous la plume de l'écrivain ou du philosophe. D'accord. Alors, pour commencer, on va dire, Monsieur Komi, qu'est-ce qui a été le point de départ de cette aventure intellectuelle? Et concernant la théorie conique, c'est parti d'abord d'une insuffisance du langage que j'ai dénoncé, entre autres des apories véhiculées au sujet du temps. C'est-à-dire que le langage humain ne traduit pas exactement les réalités que nous recevons, que nous entendons. Et voilà la cause principale de la pierre d'achoppement qui a motivé la naissance, de la graine de cette théorie. D'accord. Et autrement dit, quelle question ou quelle expérience vous a poussé à écrire le temps en théorie conique? La conception du temps, qu'elle soit philosophique ou scientifique, nous enseigne que le temps évolue du passé vers le futur. Ça, c'est la flèche du temps qui dit, et également le langage commun également acquiesce. Il ne s'oppose pas à cette conception. Dans une retraite intellectuelle, je découvre qu'il y a des limites et qu'il y a des dédoublements, des ambivalences, des ambiguïtés quand on parle du temps. Notamment la direction attribuée à cette flèche. Voilà ce qui m'a poussé à faire des recherches, analyser, afin de pouvoir faire sortir le temps en théorie conique. Vous avez une idée qui surprend beaucoup les lecteurs. Selon vous, le temps s'écoule du futur vers le passé. Comment vous expliquez cette théorie-là de manière simple pour qu'on puisse bien comprendre? Ok, de manière familière, comme vous demandez. Il n'est jamais dit que l'homme évolue du passé vers le futur. Vous allez remarquer que ce soit des théories philosophiques ou des théories scientifiques, il est dit que le temps évolue du passé vers le futur. Alors, on va prendre un exemple terre à terre. Si j'ai une interview avec Burkina 24, nous sommes aujourd'hui vendredi. J'ai une interview avec Burkina 24 le samedi, c'est-à-dire demain. On viendra avec moi que l'interview en question, à la date d'aujourd'hui, au futur, un futur proche, mais c'est au futur quand même. Et le lendemain, mon ami Jules m'appelle, il me demande Sarof, qu'en est-il de ton interview à l'heure du rendez-vous, puisque le rendez-vous est en cours et nous sommes à samedi. Je dirais que le rendez-vous est en cours, donc au présent. Et on continue dans cette même hypothèse où on se retrouve au dimanche. Le même Jules me rappelle, il dit mon ami, mon camarade Sarof, c'est comment? Il dit ça va, il dit ton rendez-vous d'hier. Il dit c'est révolu, c'est passé, parce que le rendez-vous est au passé. On va s'arrêter à cette analyse. Dans un premier temps, le rendez-vous était au futur. Et quand c'était l'actualité, c'était au présent, et ensuite c'est allé au passé. Dans cet ordre d'idée-là, la logique définit, là je parle de la logique rationnelle, définit la flèche du temps, du futur vers le passé. Et non autrement. C'est comme quand je dis que le futur, un autre exemple, quand je dis que le futur devient présent, et le présent finit par devenir passé. Il n'y a nul doute
il n'y a pratiquement pas de contestation sur cette phrase. Mais quand on analyse au fond, elle se contredit. Quand on dit que l'événement futur finit par devenir présent, on trace automatiquement le sens d'évolution de cet événement. Puisqu'il est dit que l'événement futur, c'est-à-dire que le point de départ c'est le futur, finit par devenir présent et ensuite passé. Et quand on analyse, quand on prolonge notre analyse dans ce sens, on va remarquer qu'aucun événement au présent ne s'est retrouvé au futur. Tous les événements qui ont connu le pattern du présent sont dits être passés. Donc, dans ce sens, la théorie comique s'interroge et dit qu'est-ce qui évolue alors du passé vers le présent, puisque naturellement, un événement ou une flèche qui est au passé ne peut jamais se retrouver au présent. Parce que le simple fait même de dire, d'avoir le statut de passé, suppose que l'événement en question a été baptisé par le présent. Donc, c'est après le présent qu'on parle. Quand je parle de ma naissance, je suis né au présent, par exemple. Quand je parle d'un événement, un match de football qui est en cours, le match de football a eu lieu au présent. Mais après le match, si la flèche du temps évoluait vers le futur, le match devrait se retrouver à demain et non à hier. Autrement dit, si la flèche du temps évoluait du passé vers le futur, on devrait dans cette logique-là croiser nos ancêtres. Puisqu'ils sont censés quitter le passé pour le présent et ensuite pour le futur. Vous voyez les apories du langage, on peut multiplier les exemples, mais terre à terre, voici ce que la théorie comique dit. C'est naturel dans l'ouvrage, on a confronté ça à des théories essentielles, quand vous m'avez demandé d'expliquer ça terre à terre. Sinon, une thèse ne peut pas s'affirmer sans tenir compte des connaissances éprouvées, des connaissances existantes ou préexistantes. Voilà, donc la théorie comique analyse toutes ces thèses, entre autres, depuis Newton, ou même depuis Saint-Augustin, Newton, jusqu'à la physique relativiste et à la mécanique quantique. De même qu'à toutes les théories dérivées, entre autres l'univers bloc, l'éternalisme, la théorie des ensembles, qui sont des termes techniques pour le lecteur non initié. Il y a un glossaire dans l'ouvrage également qui étaye ça. Wow. C'est vraiment de la philosophie. Hein? Ok, on revient un peu. La science et la philosophie ont longtemps proposé leur propre lecture du temps. Maintenant, en quoi votre conception se démarque-t-elle de ces approches classiques, même si vous avez déjà un peu briefé? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ça? D'abord, il faut souligner qu'il n'existe pas de définition officielle du temps. Sinon même, il y a une impossibilité, à l'exception de la théorie comique, il y a une impossibilité de définir le temps si ce n'est que par des circularités. Quand on se réfère à des théories philosophiques, il n'y a pas une seule définition officielle du temps. Newton nous dira par exemple que le temps est absolu. Aristote va vous dire, Platon par exemple, allons jusqu'au maître, Platon par exemple va vous dire que le temps c'est l'image mobile de l'éternité immobile. Son disciple qui est Aristote va dire que non, le temps c'est la mesure du mouvement selon l'avant et selon l'après. On va venir jusqu'aux théories moderne, c'est-à-dire que la relativité de Albert Einstein, pour qui le temps n'existe pas. Mais c'est une illusion parce que quand la relativité restreinte et générale dit que le temps n'existe pas, c'est pour dire que en réalité, chaque observateur ou chaque expérimentateur a un temps fort. En d'autres termes, j'ai une horloge, selon la gravité ou la vitesse, c'est-à-dire que les durées mesurées, le temps ici est synonyme de durée en réalité, hein, voilà. Les durées mesurées diffèrent. Si je suis à l'étage, je suis au rez-de-chaussée et quelqu'un à l'étage supérieur, nos horloges ne mesurent pas les mêmes durées du fait de la gravité. Parce que plus on est proche du champ gravitationnel de la Terre, plus la durée ralentit. C'est-à-dire que la gravité ralentit la durée. Ça, c'est un fait scientifique, c'est éprouvé.
ce n'est pas la théorie chronique. Également, la vitesse ralentie. La vitesse ralentie, la durée. Ça, c'était la question de la gravité. C'était en 1915 qu'il a publié la théorie de la relativité générale. En 1905, c'était la relativité restreinte. C'est-à-dire que si on a un observateur qui se déplace dans une navette spatiale à une vitesse considérable, son temps se retrouve dilaté. C'est-à-dire que lui, il aura peut-être vécu 10 ans, moi, sur Terre, je vais vécu par exemple 20 ans. Et ça a conduit au paradoxe des jumeaux de Paul Langevin, qui est aussi détaillé dans l'ouvrage. Comment un jumeau peut vieillir plus vite que son binôme terrestre. Ça aussi, théoriquement, c'est un fait scientifique, c'est réalisable. C'est-à-dire que de par le truchement de la vitesse, on peut parvenir à vieillir plus vite que ses parents, par exemple. Ça, c'est un fait scientifique théoriquement. On n'a pas les moyens techniques également de le faire. Donc, comment on sait que le temps évolue du passé vers le futur? Ou du moins, pourquoi dit-on? Je réponds à votre question. C'est-à-dire qu'en se basant sur les théories existentielles, c'est parce qu'on se fonde d'abord sur l'entropie. On sait qu'il y a un système isolé à son entropie qui ne peut que croître. Et si on se réfère également à la vision générale, si vous voulez populaire, on a des dates. C'est-à-dire que le calendrier des hommes, qui est une convention, organise les événements en fonction des dates. Si je vous dis la Première Guerre mondiale a précédé la Seconde Guerre mondiale, cette phrase me souffle. Et c'est dans cette logique qu'on a émis les chronologies. On dit d'abord il y a eu la Première Guerre, ensuite il y a eu la Deuxième Guerre, ensuite il y a eu l'époque moderne, ainsi de suite. Il y a eu le baby boom, il y a eu la chute du mur de Berlin, ainsi de suite, et on est en 2026. Donc, si on se met dans le référentiel de ce regard, on a tendance à donner raison à la flèche du temps de Beaton parce que 1919, 1914-19, la Première Guerre, ou 39-45, ce sont des dates révolues. Ce sont des dates révolues. Mais la théorie chronique interpelle et dit, au moment où on était en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale était un événement précis. C'était un événement qui se manifestait au présent. En ce moment X déterminé, la date de 1939, ou si vous voulez l'intervalle 1939 à 1945, se situe au futur. Ce n'était pas un événement passé. Donc, ce n'est pas le baptême du présent qui a déterminé ici la flèche du temps. Mais il a fallu que 1914-19 quitte le présent pour qu'advienne la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans cet ordre d'idée, qui a connu premièrement le présent? C'est la Première Guerre mondiale. Et ensuite, elle dit être au passé. Parce que si on évoluait vers le futur, c'est-à-dire qu'en 1945, on devait retrouver la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez l'aporie du langage ici. C'est-à-dire que l'interprétation que fait la flèche du temps, c'est-à-dire que c'est la convention même de nos dates, de nos calendriers qui nous limite au présent et qui attribue des valeurs du futur et du passé au présent. Parce que nous, on est limité au présent et c'est ça l'erreur. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas encore lieu quand on est en 1914. Mais nous, on ne sort pas du carcan du présent, parce qu'en réalité, la flèche du temps, c'est une flèche du présent. La flèche du temps ne concerne que les événements qui sont présents. Elle n'a jamais quitté le présent. Alors qu'on nous enseigne qu'elle a quitté le passé, le présent et avance vers le futur. Elle n'a jamais quitté le présent. Que ce soit le paléolithique, que ce soit le néolithique, que ce soit la préhistoire, jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'à l'actualité, la flèche du temps n'a jamais quitté le présent et c'est toujours défini au présent. Alors que le baptême seul du présent ne peut pas vous donner le statut de passé, puisque vous évoluez au présent. C'est comme un bébé qui naît. Même s'il doit vivre 100 ans, que ce soit le bébé, le vieil homme, c'est la même personne qui est au présent. Mais en quoi est-ce qu'elle est au passé? Elle a juste accumulé des durées, des changements biologiques au présent. Elle n'a pas quitté le présent. La même personne, tant qu'elle vit, n'a pas quitté le présent. Alors que la flèche du temps ne meurt pas. Elle est toujours présente. Pourtant, quand un homme meurt, quand un arbre meurt, quand une planète s'éteint, ou un système solaire, on dit que c'est passé. C'est ça.
sais pas, j'étais un peu long, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, vous répondez même à une autre question que je m'apprêtais à poser, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors, votre théorie s'articule autour de trois nations. L'existant probable, l'existant observable et l'existant passif. C'est ça. Que représente-t-elle concrètement et comment permet-elle de mieux comprendre le fonctionnement du temps? Ces trois notions, il faut le dire, le temps est défini en théorie conique sans passer par des tautologies. C'est-à-dire que j'ai dit tantôt que toute définition du temps connue avant la théorie conique ne pouvait se faire que par des circularités. C'est-à-dire que chaque fois que vous tentez de définir le temps, dans ces conceptions-là, qu'elles soient philosophiques ou scientifiques, il y a cette idée de durée de mouvement qui rappelle encore le temps, c'est-à-dire ce temps classique-là. Alors que la théorie conique nous dit que non, le temps est une structure atemporelle. Le temps n'a rien à voir avec la durée, le temps n'a rien à voir avec le changement, mais c'est un cadre conceptuel tridimensionnel. C'est-à-dire que ces trois dimensions sont lesquelles? Avant d'apparaître au présent, tout phénomène naturel que j'appelle existant est une probabilité. C'est-à-dire qu'il a pour destin de naître au présent. L'état dans lequel se trouve cet existant-là est appelé un état probable. Ce n'est pas une dimension physique. Si je vous demande par exemple aujourd'hui, madame, où se trouvent vos descendants dans 1000 ans? Oui, c'est une question qui est rationnellement concevable. Si je vous demande où se trouvent vos descendants dans 1000 ans, vous allez sans doute, vous avez une seule réponse, me dire que dans le futur. Voilà. Maintenant, ce futur-là, c'est ce futur-là que la théorie conique appelle le futur conique, la dimension des probables. Maintenant, viendra un jour, un instant ou une époque où ces descendants-là, par votre chronologie, vont apparaître au présent. Donc, quand par exemple votre petit-fils va naître, vous allez dire, ah, un enfant est né. Donc, c'est sa naissance au présent. C'est-à-dire que c'est sa manifestation au présent. Pourtant, avant le présent, quand on vous avait demandé, ils étaient des probabilités. Donc, une fois qu'ils sont au présent, ils vont évoluer, tout comme nous autres. C'est-à-dire que le principe second de la théorie conique de l'existence dit qu'une fois qu'il y a un début, c'est-à-dire que tout phénomène qui se manifeste au présent a une entropie qui croît 7, pour être conforme avec la théorie scientifique, a une flèche du temps propre, c'est vrai, mais c'est le sens d'orientation de cette flèche-là qui pose problème. Parce que quand l'individu évolue au présent, ce n'est pas l'individu qui change d'espace, c'est le même présent, mais qui accumule des durées. Mais à la fin de l'individu, c'est-à-dire qu'à la mort de l'individu ou bien de l'existence, pour être plus général, parce que l'individu, ça rappelle, ça se reporte à un être humain, mais si on va être plus général, on va dire existant, parce que le terme existant est global, il se rapporte à tout phénomène qui a eu un début au présent et qui évolue. Donc, naturellement, on va tous mourir un jour. Ça, c'est une éventualité. Voilà. Mais quand on va mourir, on dira que nous sommes au passé. Non pas ce passé, parce que pendant que l'existant vit, pendant que je vis par exemple, quand je me réfère à mes actions passées, mon enfance, tout ce que j'ai eu, mon parcours universitaire, ma vie professionnelle, jusqu'à la date d'aujourd'hui, ces événements dans le langage courant sont dits passés. Alors que quand je vais mourir, la postérité ou bien les témoins de ma mort diront que je suis décédé à la date X plus 1 jour là. Les vivants ou les existants au présent diront que ça aura fait au passé. Mais rappelez-vous que pendant que je vis aujourd'hui, si je me réfère à mon école primaire, à ma naissance, on dit que ces événements sont dits passés. Il y a deux passés. Naturellement, il y a deux passés. C'est quoi le passé? Si je dis par exemple, à l'école primaire, j'ai traité un exercice, le maître m'a félicité. C'est un événement passé. Si je me réfère à la dimension dans laquelle mes ancêtres sont, le langage courant dit qu'ils sont passés. Est-ce que ça dit que cet événement-là cohabite avec mes ancêtres? Non. La théorie conique dit non. Les expériences que l'on vit
pendant que nous sommes au présent, appartiennent à nos passés propres. Tandis que quand l'existant lui-même quitte le présent, il accède au passé conique. Non pas que ce passé conique-là est défini comme une dimension existentielle où l'événement est physique, non. C'est une dimension conceptuelle, peut-être encore méconnue de la philosophie de la science actuelle, mais toujours est-il que la logique du raisonnement voudrait qu'on constate la présence de l'absence de l'individu une fois qu'il meurt. Et ça seul, ça justifie le raisonnement. Donc cette dimension-là, c'est le passé conique. Donc vous voyez qu'il y a le futur conique, la dimension avant le présent, il y a le présent conique, la dimension active actuelle où nous sommes, et le passé conique, une fois qu'on quitte le présent, notre énergie contenue devient passive, c'est-à-dire qu'on n'est plus actif ici. Il y a un corps qui est là, mais c'est un corps sans vie, c'est de l'atome, c'est de l'énergie. Donc ce n'est pas une vie. Ce qui a quitté ce corps pour qu'il soit sans vie, c'est ça l'essence de l'existant. Donc voici les trois passés, l'existant probable, l'existant actif, l'existant passif. D'où ces trois notions qu'il ne faut pas confondre avec le temps propre de l'individu. Parce que quand on vit, on a un début. Quand on évolue, tout ce qu'on a connu comme expérience, c'est notre passé propre. Tout ce qu'on doit connaître étant au présent, c'est-à-dire que la date actuelle, quand on s'auto-saisit, comme le jeu pensant de Descartes, jusqu'à notre fait, ça c'est notre futur propre. Ou si vous voulez, notre avenir propre, qui n'a rien à voir avec l'avenir public. Donc, un existant, par exemple, qui naît, avant sa naissance, il était dit être au futur. Mais quand il est au présent, il ne peut plus avancer encore vers ce même futur. Donc, la théorie conique clarifie cet amalgame-là en disant que non, avant ton apparition au présent, tu étais au futur conique. Mais une fois que tu es au présent conique, tu avances vers ton futur propre. Mais toi, en tant qu'existant, ta flèche te conduit inévitablement vers le passé conique. Ah, vraiment, c'est un sujet à la fois complexe et passionnant en même temps. Donc, on va revenir un peu. Pourquoi vous avez choisi la figure du cône pour représenter votre théorie et que symbolise cette forme et que revêt-elle selon vous? Le choix du cône n'est pas un choix arbitraire. C'est-à-dire que, je l'ai dit pour commencer, que la théorie conique se fonde sur un raisonnement épistémologique. C'est-à-dire qu'en critiquant une notion scientifique, je prévois, si vous voulez, la théorie prévoit que l'expansion de l'univers, puisque l'univers est en expansion, ça c'est démontré par Hubble depuis longtemps. L'univers est en expansion, mais cette expansion-là se fait de façon conique. Voici l'originalité de la prédiction. C'est-à-dire que l'univers s'expande comme une source de lumière, une torche qu'on éteint. Et tantôt je disais que c'est aussi une introduction à une théorie physique. Mais quand je n'émets pas d'hypothèse, de formule et d'expérience, je suis toujours dans la démarche philosophique. Donc c'est ce qui a justifié l'adjectif qualificatif, l'emploi de l'adjectif qualificatif conique. Et justement, votre travail se veut-il en avant tout philosophique, scientifique ou à la frontière des deux disciplines? La théorie conique, elle est hybride, je dirais. Elle est hybride parce que je commence d'abord par analyser les théories existantes, à les critiquer. Elle ne se limite pas à la critique, elle propose d'abord sa vision conceptuelle. Vous allez remarquer qu'à la fin de l'œuvre, il y a des schémas que j'indique. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'existant? Et ces schémas-là illustrent la vision conique. Donc, quand une théorie philosophique commence à émettre des hypothèses, je pense que c'est une introduction vers une théorie scientifique. Autrement dit, ne soyez pas surpris que je me retrouve dans un proche avenir, dans les nuits du 1924, pour parler d'une autre théorie, désormais scientifique. Voilà, parce que je suis convoqué cela. Ça sera un plaisir pour nous de vous recevoir encore. Justement, dans votre ouvrage, vous affirmez que la science et les lois naturelles appartiennent à toute l'humanité. Tout à fait.
Maintenant, quel message vous souhaitez transmettre en disant ça? La science, il faut le dire. Qu'est-ce que la science? La science, c'est la tentative, l'observation et la tentative de compréhension des lois naturelles. On aboutit à des découvertes. On va émettre des hypothèses, des expériences, on va utiliser le langage des mathématiques. Une fois qu'on tente de comprendre ces lois, on va les reproduire et se les réapproprier, soit en les imitant positivement, soit en les violant, mais dans le seul but d'innover, c'est-à-dire de répondre à notre ego et à nos besoins. C'est ça la science, il ne faut pas chercher la science ailleurs. Maintenant, une découverte scientifique n'est pas l'apanage d'un peuple, ni le patrimoine d'une culture. Les lois de la gravitation, les lois de la chute de corps, E égale à mc2, ou bien la fission de l'uranium, ce n'est pas le patrimoine d'un peuple. La preuve, c'est que les Socratiques, Platon, les anciens, de la pensée occidentale venaient en Égypte pour chercher la connaissance. Donc, il ne faut pas confondre la science et la recherche, il ne faut pas confondre la science et la culture, ce qui est propre, ce qui est l'identité d'un peuple. Donc, pour moi, la libération d'un peuple ne peut aboutir sans l'acquisition de la connaissance scientifique. Ça, les Chinois l'ont compris depuis la guerre de l'opium, infligée depuis par les Britanniques. Les Japonais l'ont compris depuis Nagasaki et Hiroshima, 9 et 12 août. Les Indiens l'ont compris. Voilà. Désormais, c'est nous autres Africains qui avons pour mission de comprendre ça. D'accord. Depuis la sortie du livre, quelles ont été les réactions les plus marquantes? Parce que on a grandi avec la théorie, le temps c'est du passé, le présent et le futur. Et vous venez un peu renverser la donne. Quelles ont été plutôt les réactions que vous avez reçues depuis la sortie de ce ouvrage? Oui, mais il faut dire que toute révolution, qu'elle soit philosophique, conceptuelle, scientifique, politique ou autre, crée forcément des blessures narcissiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de choc, ce n'est pas une révolution. Si on vient compléter un savoir préexistant ou bien une théorie préexistante, ça c'est de l'évolution. Ce n'est pas de la révolution. Mais là, on ne parle pas de quelque chose vraiment, on parle de quelque chose du temps, de quelque chose qui nous a été inculqué depuis. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que la physique de Newton n'est pas la physique d'Einstein. Et la conception ptoléméenne, voilà, la conception ptoléméenne du temps ou bien de l'univers n'est pas celle de Galilée. Oui, ce que je veux dire, c'est-à-dire que si on parlait à mon repas dans l'Antiquité, la vision par exemple du monde, c'était une vision héliocentrique. C'est-à-dire que la Terre est là, les planètes, le Soleil tournent autour de la Terre. Et mais pour ça, ils ont envoyé des gens au bûcher pour avoir compris ça. Aujourd'hui, les sciences modernes ont acquis leur autonomie et on a compris que c'est de par la science que les plus forts arrivent à devenir les plus faibles. C'est pas de par la science que l'homme évolue, l'homme innove, l'homme accède au progrès. Si vous comprenez. Mais quand Galilée a soutenu la thèse copernicienne selon laquelle non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais le contraire, mais il y a eu un procès. Il a même été assigné, il s'est dédié, sinon il devait aussi subir le sort de Vanini, de Giordano Bruno, c'est-à-dire être brûlé vif. Donc vous comprenez que c'est d'abord une révolution. Quand on parle de Newton, aujourd'hui également, il y a une révolution. Donc, le statut de philosophe ou bien de penseur est ouvert à tout le monde. Est ouvert à tout le monde. Et on n'a pas besoin de suivre un cursus précis, parce qu'il ne faut pas confondre un philosophe et un enseignant de philosophie, ce n'est pas la même chose. C'est comme un intellectuel est bien diplômé, et on peut avoir des diplômes, mais c'est que vous faites de l'usage des connaissances
que vous avez acquis, c'est ça qui fait de vous un intellectuel. Donc, ce que vous faites de l'usage de votre raison, même si vous n'avez pas d'écrit, vous êtes un philosophe. Et pour moi, je dis encore que la théorie conique, c'est une révolution conceptuelle. Maintenant, comment elle sera reçue? Et par ma communauté, et par la communauté scientifique, et par la postérité, c'est ce qui justifiera que le temps évolue du futur vers le passé. Parce que le verdict attribué à cet ouvrage-là n'est ni actuellement au présent ou au passé, mais au futur. Mais depuis sa sortie, vous avez déjà eu des retours? Bien sûr, bien sûr. Mais quels ont été ces retours? Ils ont pris pour Les retours, non, c'est plus des encouragements dans le milieu intellectuel, plus des encouragements et des félicitations. Et dans le milieu scolaire, les élèves reviennent plutôt, plus souvent, pour des explications. C'est-à-dire qu'il faut dire que des notions d'entropie, de mécanique quantique, d'univers bloc, ce n'est pas à la portée du collégien ou bien de l'élève au secondaire ou au post-primaire. Donc, ça n'exclut pas que je revienne une autre fois avec une version plus simplifiée, c'est-à-dire que terre à terre, de façon familière, sans référence à des théories, pour que les gens comprennent que le temps évolue plutôt du futur pour le présent et ensuite du présent pour le passé. D'accord. Donc, justement, actuellement, ce livre n'est pas destiné à tout le monde. Il est destiné à tout le monde parce que la première édition a été annulée du fait de l'hermétisme, puisque les premiers échantillons, quand j'ai donné à des professeurs et des élèves, beaucoup de nombreuses personnes ne se retrouvaient pas parce que c'était des thèmes vraiment techniques, philosophiques, scientifiques. Et donc, si vous remarquez dans cette version, il y a le glossaire. Il y a un glossaire des termes connus. Il y a un néologisme dedans ici. Il y a toute une suite de néologismes, des mots nouveaux que j'ai inventés, mais qui sont expliqués. C'est-à-dire qu'il est ouvert à tous pour peu qu'on se réfère au glossaire. Pour un initié, je vais dire, quelqu'un qui n'est pas initié au terme de la thermodynamique ou bien au terme philosophique employé, il faut se référer au glossaire. Quand on se réfère au glossaire, je pense qu'avec un peu d'effort, on peut parvenir à comprendre aisément. D'accord. Avec plaisir. D'accord. Et pour terminer, si vous devez laisser un seul message aux téléspectateurs de Nous Vaincrons, quel serait le principal enseignement à retenir dans le temps en théorie conique? Le temps en théorie conique, c'est de faire comprendre aux lecteurs, ici maintenant et à la postérité, que toute connaissance humaine est imparfaite et que les enseignements véhiculés de par l'éducation unidimensionnelle, l'éducation familiale, scolaire, l'éducation sociétale, structurent fortement notre personnalité, notre raison et notre subconscient. Et c'est en se mettant en retraite, c'est en prenant une pause et pour questionner ce qui nous entoure, que l'individu permet de sortir vers la lumière. Et l'innovation, il faut le dire, ou bien la révolution vient toujours comme quelque chose de bouleversant. Sur le plan commercial, voilà, il y a des démarches auprès des librairies reconnues. Et également, on est en train d'entreprendre des démarches pour qu'on appelle le ministère de l'enseignement, entre autres, de l'éducation et de l'enseignement. Donc, je pense qu'on a appelé à ça. Pour l'heure, je ne sais pas. C'est juste des numéros qu'on donne aux personnes qui disent l'ouvrage. Ok, justement, le livre est à quel prix et où on peut l'avoir? Le livre est à 10 000 francs. On peut l'avoir actuellement, c'est 70, 24, 80, 97. Alors, Monsieur Komi, merci de nous accompagner dans cette exploration passionnante d'un sujet aussi universel que mystérieux. À vous maintenant, chers lecteurs et téléspectateurs de Burkina 24, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour de prochains numéros avec Nous Vaincrons. Restez connectés.